Bonjour à tous. Alors, je vais reprendre au chapitre 4, donc on va recommencer au début du monde microbien. Alors, je sais que j'ai déjà traité ce chapitre avec certaines cinquièmes, pas toutes. Du coup, ça fera des révisions à ceux qui l'ont déjà vu et ceux qui l'ont pas encore vu. Et ça sera la petite nouveauté. Donc, chapitre 4, on va s'intéresser au monde microbien et à la santé. Donc, grand 1, les micro-organismes dans l'environnement. Donc, il y a des micro-organismes dans l'environnement et on va voir qu'il y a trois grandes familles, si vous voulez. On va avoir des microbes qui vont être néfastes, donc qui vont être méchants. Exemple au hasard comme ça, le Covid-19. On va voir qu'on a des microbes qui vont être utiles à l'homme, donc que l'homme va utiliser. Et enfin, on va voir qu'il y a des micro-organismes qui vivent à l'intérieur de notre corps et qui nous sont indispensables pour certaines fonctions. Donc, cet objet là, ici, là, c'est ce qu'on appelle une boîte de pétri. Donc, c'est une boîte en plastique dans laquelle, au fond, là, on met un gel. Et si on ouvre cette boîte de pétri, donc avec ce gel pendant 5-6 minutes et qu'on la referme, au bout d'une semaine, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on a plein de petites taches qui vont apparaître. Alors là, ces petites taches, qu'est-ce que c'est? Comme ça, on peut pas trop le dire, on sait pas trop. Donc, ce qu'il faut forcément, c'est l'observer au microscope. Quand on observe au microscope, voilà ce qu'on voit. Donc, si j'observe cette tache-là, je vois ça. Donc, plein de petits éléments bleus. Si j'observe au microscope cette tache-là, je vois ça. Et cette tache-là, je vois ça. Finalement, qu'est-ce que c'est que ces taches? Ces taches sont constituées de plusieurs milliards de tout petits êtres vivants. Ça veut dire que ces taches sont constituées de microbes, de micro-organismes. Donc un micro-organisme, c'est un être vivant qui est microscopique. Sur ce document, j'ai deux grandes familles de micro-organismes. J'ai ici et là des bactéries. Et ici, j'en ai un peu différent qu'on appelle un champignon. Alors c'est ce qu'on appelle vulgairement des moisissures. Mais les moisissures, ce sont des champignons. Alors un peu moins compliqué qu'un champignon de Paris, mais c'est quand même un champignon. Donc d'où proviennent ces microbes? Dans ce cas-là, si je ne fais que ouvrir ma boîte, ça veut dire que les microbes étaient dans l'air. Ça veut dire que dans l'air, j'ai des bactéries et des champignons. Alors dans l'air, j'ai pas que des bactéries et des champignons, mais dans l'air, j'ai des bactéries et des champignons, mais j'ai pas que dans l'air. J'ai aussi sur mes mains, sur mon visage, dans ma bouche, etc. Donc tous ces microbes existent un peu partout sur Terre, que ce soit sur nous ou dans l'air. Alors, il existe une dernière famille de microbes, les virus. Alors, je ne les ai pas mis là parce qu'on n'aurait pas pu les observer de toute façon au microscope, mais les virus, pareil, ils existent dans l'environnement. Alors, très rarement dans l'air, puisqu'ils ne survivent pas très longtemps dans l'air, mais les virus existent dans l'environnement. Ça peut être dans les êtres vivants ou dans l'eau. Voilà. Donc, en bilan, on peut dire que notre environnement contient un grand nombre de micro-organismes. 2 points. Vous devez écrire ici des bactéries, des champignons et des virus. Donc maintenant, on va commencer par les micro-organismes bénéfiques. Puis après, on verra les néfastes, puis enfin ceux de la digestion. Donc les micro-organismes bénéfiques, c'est qui? En fait, c'est les micro-organismes qu'on va utiliser pour fabriquer des aliments, par exemple. Donc on a par exemple ici une vue au microscope d'un yaourt. Donc là, l'intérieur du yaourt, j'ai des lactobacilles. Donc les lactobacilles, c'est eux là, c'est les bâtonnets qui sont là. Et les lactobacilles, ce sont des microbes qui sont à l'intérieur du yaourt. Alors pour faire un yaourt, c'est très simple. On prend du lait, on met dans ce lait des micro-organismes, donc notamment des lactobacilles. Ces lactobacilles vont manger les protéines du lait, donc vont manger le lait, vont manger le sucre du lait, pardon. Et en mangeant ce sucre du lait, elles vont libérer un acide, et cet acide va faire coaguler le lait. Et donc comme le lait coagule, il fait des grumeaux, et ces grumeaux finissent par s'agglomérer entre eux et forment un yaourt. Donc un lait durci, quoi, si vous voulez. Mais vous voyez que si on n'avait pas mis ces bactéries, on n'aurait jamais obtenu de yaourt. On aurait obtenu du lait gâté, mais jamais de yaourt. L'autre exemple, c'est celui-là, donc c'est les levures. Alors là, j'ai pris des levures de bière. Donc les levures, c'est pareil, c'est un micro-organisme tout petit. C'est un champignon, d'accord? Donc ça, ce sont des champignons qui sont microscopiques. Et ces levures vont être utilisées dans la bière, pour fermenter la bière, ou dans le pain. Alors le pain, c'est peut-être plus classique. On met des levures dans le pain parce que ces levures vont manger le sucre
du pain vont libérer pas un acide mais un gaz, et ce gaz va faire gonfler le pain. C'est pour ça que le pain, la mie de pain, il y a des bulles à l'intérieur. Ces bulles sont fabriquées par les levures. Donc en bilan, on peut écrire que certains micro-organismes sont utiles. Ils permettent notamment la transformation des aliments. Exemple du yaourt. Alors si vous n'avez pas le temps d'écrire le bilan, vous pouvez faire une pause dans la vidéo et puis regarder la suite plus tard. Donc, grand B, les micro-organismes néfastes. Alors on va prendre un petit peu de temps sur cette partie, puisqu'évidemment on fera un petit chapitre sur, on va dire, Voldemort. Donc, d'abord, les plus classiques, donc on va avoir des levures. On a des levures néfastes, hein. Par exemple ici, là, ce sont des moisissures. Ici, des moisissures sur un fruit, donc ça va engendrer des problèmes respiratoires chez certaines personnes. Et ça, pareil, hein, ça peut induire des allergies, des problèmes respiratoires. Donc là, c'est sur un fruit. Donc, ces moisissures peuvent être néfastes. Les bactéries, elles aussi, peuvent être néfastes. Donc on peut avoir des bactéries qui sont mortelles. Exemple, cette bactérie-là. Alors cette bactérie, c'est la bactérie du tétanos. C'est une bactérie, ce qu'on appelle le bacille tétanique. Donc cette bactérie va donc induire la mort d'un individu en provoquant la contraction de ses muscles. Donc on voit ici sur la photo une personne qui est morte du tétanos. Elle a été tétanisée parce que tous les muscles de son corps là se sont contractés en même temps. Et quand tous les muscles se contractent, on a deux muscles indispensables, le muscle du cœur et le muscle du diaphragme. Et si le cœur se contracte, le sang ne circule plus dans le corps. Et si le diaphragme se contracte, l'oxygène ne va plus rentrer. Et si j'ai plus d'entrée de sang ou si j'ai plus d'oxygène, forcément ça va induire la mort. Où est-ce que je peux trouver cette bactérie? Un peu partout en fait. Elle est dans le milieu, elle est sur les plantes, elle est dans la terre, elle est sur les objets rouillés, elle est sur un peu partout. Du coup, pour se protéger, c'est un petit peu compliqué. Il faudrait ne jamais se blesser. Parce que pour que la bactérie puisse nous contaminer, il faut qu'on fasse une ouverture. Donc il faut qu'on se blesse. Donc imaginez, je suis en train de couper des roses par exemple. Je me blesse avec l'épine de la rose. Donc j'ai une ouverture. Si sur la rose j'avais un bacille tétanique, je peux contracter le tétanos. Du coup, l'homme, pas fou, a mis au point des vaccins. Donc on a un vaccin qui permet de tuer le bacille avant même qu'il nous tue. D'accord? Donc on va se vacciner. Donc on prendra ce vaccin avant de contracter ou avant de rencontrer le bacille tétanique. Et du coup, on ne va pas mourir du tétanos. Alors comment marche cette bactérie? Cette bactérie, elle va se multiplier au niveau de la plaie, donc là où elle est rentrée. Mais elle va pas trop se répandre dans le corps, elle. Elle va libérer une toxine, un poison, la toxine tétanique. Et ce poison, c'est lui qui va provoquer les contractions musculaires. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que la bactérie est présente, on peut la détruire, on peut la tuer. Donc on peut tuer la bactérie au niveau de la plaie, donc au tout début de l'infection. Par contre, en fin d'infection, lorsque la toxine est libérée, on n'a pas de médicament contre cette toxine. Donc on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le tétanos, quelqu'un qui contracte le tétanos, s'il n'est pas très vite pris en charge, il meurt forcément. On ne peut plus rien faire pour lui. C'est pour ça que le vaccin est très important. Il faut vraiment se vacciner contre le tétanos, parce qu'on peut facilement le rencontrer, et parce que à partir du moment où on est contaminé, on peut difficilement en guérir. Maintenant, ce sont des exemples. Donc ça, ce sont des exemples de virus mortels, donc la poliomyélite, donc c'est le virus d'une maladie. Alors, petite remarque sur les virus, c'est la première fois qu'on en voit, et c'est pas par hasard. Hein. Regardez le grossissement ici que j'ai mis pour le virus. On est sur du 20 000 fois, donc on a grossi 20 000 fois pour avoir ce virus-là. Si je vous remonte la bactérie du yaourt, pour faire une bactérie de yaourt, il faut grossir 1200 fois. D'accord? Donc vous vous rendez bien compte que 1200, 20 000, on n'est pas du tout sur les mêmes tailles. Hein. Un virus, c'est beaucoup plus petit qu'une bactérie, mais c'est pas moins dangereux. On commence à le comprendre. Alors ce virus-là, c'est le virus du sida. Alors vous allez me dire qu'il ressemble beaucoup au Covid-19, c'est vrai. Mais alors lui, c'est le sida. Alors le sida, c'est un virus qui se trouve dans le sang et dans les liquides séminales, donc dans le sperme et dans le liquide vaginal. Donc qui est transmissible de deux manières, hein, qui est transmissible par des transfusions sanguines ou par un mélange de sang qui serait contaminé, et par les relations sexuelles.
Donc, le mélange de sang contaminé, c'est quand même assez compliqué à rencontrer. Par contre, les relations sexuelles, ben, ça va sûrement vous arriver un jour. Et donc, pour se protéger du sida, il faut éviter de récupérer ou de toucher les sécrétions séminales, donc le sperme ou les sécrétions vaginales. Et pour ça, le préservatif est très efficace, donc 99% d'efficacité. Donc le préservatif est hyper efficace. Non, c'est 99,99% d'efficacité. Alors lui, on commence à un peu plus le connaître. Il s'agit du COVID-19, donc c'est un autre virus. C'est un virus de la famille, de la grande famille des coronavirus, dont fait partie le SRAS. Donc le COVID-19 est un virus qui est pas très contagieux finalement, puisque une personne va contaminer que 3 personnes, donc c'est pas très contagieux. Alors on est en moyenne hein, évidemment, hein. Donc c'est pas très contagieux, mais malgré tout, il va induire des problèmes respiratoires qui peuvent être graves. Et si ce virus se retrouve en grosse quantité dans la population, eh ben on va avoir beaucoup de personnes qui auront besoin de soins très importants, et donc forcément on va avoir une très grosse mortalité, puisque l'hôpital ne peut pas gérer 2000 malades en même temps, d'accord ? D'où la stratégie actuelle qu'on a mis en place, donc le confinement, c'est-à-dire que si on réduit les gens qui traînent ensemble, donc si on réduit les contacts entre les personnes, on va réduire le nombre de personnes contaminées en même temps. Et si on réduit le nombre de personnes contaminées en même temps, on va réduire le nombre de malades en même temps. Donc on aura probablement toujours des malades, hein, c'est pas la question. On aura des malades, mais en moins grosse quantité. En tout cas, plus dilués sur le temps. Ils vont arriver au fur et à mesure. Et comme les malades arriveront au fur et à mesure à l'hôpital, ils pourront être gérés par les hôpitaux. Moralité de l'histoire, donc je vous dis tout ça juste pour vous rappeler qu'il faut respecter les quelques règles, les quelques consignes de règles barrières que le gouvernement a mis en place. Donc vous sortez pas de chez vous, ou très peu, et quand vous sortez, eh ben, vous ne côtoyez pas les gens, parce que le virus a un avantage pour nous et un inconvénient pour lui, c'est qu'il vit très peu de temps à l'air libre, il n'est pas capable de vivre seul finalement, et donc il ne peut vivre qu'à l'intérieur de nos sécrétions, donc il va vivre dans nos postillons, dans notre salive, etc. Ça veut dire que si je ne croise pas de personnes, il est très peu probable que je contracte le virus. Par contre, si je croise quelqu'un et qu'il m'éternue en plein visage, ou qu'il éternue tout court d'ailleurs, il va projeter dans l'air des petites gouttelettes de salive, et dans ces gouttelettes de salive, il peut y avoir du virus. Et du coup, on peut se faire contaminer. D'où les 1,50 m, donc d'où le 1,50 m de barrière entre les gens, d'où le fait qu'on ait de moins en moins de contacts, etc. Finalement, certains micro-organismes sont une menace pour nous, d'autres nous sont utiles. Enfin, nous voyons le troisième petit chapitre, c'est celui des micro-organismes. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis le petit trait qui est là, le petit ré qui est là. Et la digestion, et on va voir qu'ils ont un rôle essentiel. Alors on le sait maintenant qu'ils ont un rôle essentiel parce qu'on a observé en fait l'intérieur du tube digestif, et on s'est aperçu que dans le tube digestif, on va avoir des microbes qui vont vivre à l'intérieur du tube digestif. Alors ces microbes, c'est souvent des bactéries, et ces bactéries vont jouer un rôle dans la digestion. Alors on le sait parce que ici j'ai un document, alors on va pas faire tout le document, alors vous pouvez faire l'activité, hein, elle est dans le livre. Alors je sais plus très bien quelle page, il faudrait que vous recherchiez un petit peu, je vous donnerai sur Pronote la page si vous voulez. Donc sur cette activité, on voit ici ce document, c'est le document le plus parlant à mon avis, pardon. Alors ça, c'est la paroi intestinale, donc ça c'est la paroi intestinale, et en vert ici on a des capillaires sanguins. Et on a deux lots, on a le lot numéro 1 et le lot numéro 2. Le lot numéro 1, c'est le lot de personnes chez qui on a tué toutes les bactéries intestinales. Donc on a enlevé toutes les bactéries qu'il y avait dans l'intestin. Et le lot numéro 2, c'est des personnes chez qui on a laissé des bactéries ou on a remis des bactéries. Donc là-dedans j'ai des bactéries, là-dedans j'ai pas de bactéries. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois que là-dedans j'ai plein de petits machins verts, et ces machins verts ce sont les capillaires. Ça veut dire que si je n'ai pas de bactéries, vous voyez que j'ai beaucoup moins de capillaires que lorsque j'ai des bactéries. À quoi servent les capillaires ? Je vous rappelle, les capillaires permettent l'absorption des nutriments. Et ça veut dire que plus j'ai de capillaires, plus je pourrai avoir une absorption importante. Je vous rappelle, les 3 critères qui permettent l'absorption, c'est la présence de capillaires,
une très grande paroi d'échange, une très grande surface d'échange, et une paroi très très fine. Alors la paroi très fine, elle est la même des deux côtés, la surface est la même des deux côtés. La seule différence entre ces deux personnes, c'est la présence des capillaires. Du coup, plus j'aurai de capillaires, plus je ferai d'échanges, meilleure sera ma digestion. Ou en tout cas, meilleure sera l'assimilation des nutriments. Autre document intéressant, c'est celui-là. On a deux souris, donc cette souris-là et cette souris-là. Chez ces deux souris, on va enlever les microbes, les bactéries intestinales, et on prend les bactéries intestinales, c'est deux personnes. On prend les bactéries intestinales d'un homme obèse, qu'on met dans cette souris, et les bactéries intestinales d'un homme mince, qu'on met dans cette souris, un homme ou une femme, peu importe. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que la souris qui a pris les bactéries de l'homme obèse devient obèse, et que la souris qui a pris les bactéries de l'homme mince devient mince, ou reste mince. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bactéries jouent forcément un rôle, peut-être même plus important qu'on ne le pense, jouent forcément un rôle dans la digestion, et en tout cas dans l'assimilation des nutriments. Donc finalement, les micro-organismes présents dans le tube digestif facilitent la digestion. Alors nous verrons la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, comment ces microbes nous contaminent, comment est-ce que ces micro-organismes nous contaminent, et aussi comment s'en protéger. Voilà, bon courage à vous.